La réforme de la justice en RDC devrait passer par quel instrument? Nous allons nous questionner sur cette question, bien évidemment, dans cet entretien spécial qui reçoit des Congolais qui s'intéressent tout de même aux questions des droits. Un entretien qui sera co-animé avec Désiré Wemboloa qui est à ma droite. Voici l'économie de nos invités. Nous avons le citoyen congolais Jean-Michel Tokombe. Vous allez bien? Oui, on ne se plaît pas, on s'adapte. Très bien. Merci beaucoup. Nous avons également Joachim, leader Kingonzi, patron de la structure Milelo Yamboka. Oui, exactement. Je suis Monsieur Kingonzi, Joachim, leader Bin Ali. Je suis coordonnateur de la structure citoyenne Milelo Yamboka et je suis également cadre du parti politique AREP où nous assumons les fonctions du secrétaire exécutif national en charge de la justice. La justice malade, ce sont les propos du président Tshisekedi, relayés moult fois par l'actuel patron de la justice, Constant Moutamba. Peut-on dire, pour briser la glace, qu'il est à sa place, Constant Moutamba? Bon, ça c'est à... je ne sais pas ce que je vais là dire directement, puisque s'il faudrait évaluer s'il est à sa place ou pas, ça appartient au Parlement et puis au chef de l'État. Et quant à nous, en tant que citoyens, nous formulons des propositions pour que nous puissions avoir une vraie justice, une saine justice qui pourrait aider la République à se relever, soit aujourd'hui ou encore le lendemain. Mais il y a beaucoup à faire pour notre justice pour qu'elle puisse aller vers l'avant. Les actions qui sont posées in globo par Constant Moutamba démontrent-elles qu'il a la volonté d'amener la part judiciaire à un niveau escompté, d'après vous? Bon, c'est ce qui est vrai. Dans ces actions, je peux les considérer tout droit comme étant des initiatives qui sont quelque peu louables, mais il faudrait une bonne méthodologie pour pouvoir les encadrer. Parce que dans le domaine des justices, il n'appartient pas à un seul individu ou encore à une seule personnalité de travailler pour pouvoir matérialiser l'esprit justice que la population attend. Dans ce sens que pour que nous puissions avoir des vrais résultats, il faudrait que nous puissions obtenir aussi la participation de tous les acteurs qui évoluent dans le secteur de justice. Notamment, il y a les magistrats, les avocats, les greffiers, les corps des huissiers, les inspecteurs des services judiciaires, les APJ. La population également doit aussi participer dans cette nouvelle vision pour obtenir une bonne administration de la justice. Et pour y arriver ou encore y parvenir, il faudrait qu'il y ait des consultations vraies qui pourraient réunir toutes ces couches ou encore tous ces corps qui aura pour objectif de donner des vrais diagnostics de ce que connaît ou de ce que vit notre justice afin de donner des résultats qui seront vraiment appropriés, qui permettront à ce que la population puisse vivre une bonne solution par rapport à la justice, mais aussi le gouvernement devra également participer parce qu'il y aura également plusieurs préalables qui entrent en jeu, notamment les conditions de service des magistrats ainsi que de tous les auxiliaires qui participent à la justice. Là, nous voyons les salaires, nous voyons les motivations, nous voyons également la facilité d'accès à la justice pour tout citoyen. Et en dehors de ça, il faudrait également que dans ces consultations ou encore dans des états généraux sérieux qui devront avoir lieu dans notre pays pour améliorer les conditions, il faudrait également qu'on y pense aussi par rapport à la sensibilisation. Il y a une locution latine qui dit que « nemo que sentur ignorare legem », c'est-à-dire nul n'est censé ignorer la loi. Pourquoi nous le disons? Lorsque la population n'est pas sensibilisée et qu'une personne qui commet un acte considéré comme un acte infractionnel, et la population va facilement également ignorer que le fait commis par X personnes est une infraction qu'il faudrait dénoncer pour qu'il puisse avoir non seulement réparation, mais que les sanctions s'en suivent. Alors, dans ce que le gouvernement pourrait faire, ensemble avec tous les auxiliaires qui œuvrent dans le domaine de la justice, il faudrait qu'il y ait également une part de sensibilisation afin que la population comprenne qu'est-ce qu'est la loi, quel est l'intérêt de la loi. Et lorsque ça sera fait, ça sera également un son de cloche qui sera envoyé auprès de ceux qui gèrent la République pour que nous ne vivions plus des cas de détournement, des cas de concussion, pour ne pas parler de la corruption.
Très bien. Jean-Michel Tokombe, c'est au Parlement d'apprécier si Moutamba est à sa place. J'étire cela dans les propos de votre co-débatteur. Pensez-vous que son avis tient la roue? Bon, écoutez, mon co-débatteur, c'est un citoyen congolais, libre de pensée et de parole. Il réfléchit librement, mais je ne suis pas obligé, qui suis-je moi pour le contester, qui suis-je moi pour l'empêcher de réfléchir tel qu'il le veut. Sauf que, de la même manière qu'il est libre, moi-même aussi, je suis libre d'émettre mon avis ou mon opinion. Il ne m'appartient pas à moi d'apprécier ou d'évaluer un ministre du gouvernement central, parce qu'il relève de l'exécutif national. Et nous avons affaire à un exécutif bicéphale. Un exécutif qui est chapeauté par le président de la République et Madame le Premier ministre. Il appartient à ceux-là, aux deux, de pouvoir évaluer leur ministre, qui est M. Moutamba. Mais que je sache, il s'agit d'un avocat, c'est-à-dire d'un professionnel de droit. Et si un praticien de droit à la tête du ministère ne le mérite pas, qui le mériterait? Mais là n'est pas le problème. Très bien. Et certains établissements pénitentiaires sont en train d'être désengorgés par Constant Moutamba. Ces actions montrent à suffisance que l'homme est à sa place et il est très prisé, très aimé par les Congolais. Voyez-vous en lui la volonté d'amener le Congo à un niveau dont nous avons toujours rêvé? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Je voudrais d'abord fixer l'opinion, d'abord répondre à votre question et fixer l'opinion publique congolaise en matière de la justice. C'est pas à moi de dire aux Congolais que la justice élève une nation, parce que c'est tout le monde qui sait le raconter. C'est pas à moi non plus de rappeler aux Congolais, à commencer par le président de la République, nous disons que la justice est malade. La justice du Congo est malade. Et lorsque la justice du Congo est malade, il faut la guérir. Mais avant de guérir la justice du Congo, il faut qu'on sache de quoi souffre cette justice exactement. Nous n'allons pas nous mettre à tâtonner, comme si nous apprenons au sommet de l'État. Il faut qu'on identifie les mots dont souffre la justice du Congo. Et jusque-là, si vous avez besoin de mon point de vue, je vous dirais que depuis que M. Moutamba est à la tête du ministère de la Justice, il a donné tout, sauf ce qu'on pouvait attendre de lui comme praticien de droit. Et même ce qui se passe à la prison, je risque de vous surprendre, mon ami Vincent. Saviez-vous qu'aujourd'hui, il se pose un problème sérieux avec nos prisons? Il y a le phénomène de la prisonisation des prisonniers par la prison. Ça veut dire quoi, monsieur Désiré? La prison vient de plus en plus emprisonner les prisonniers. Est-ce que vous saviez que dans cette prison de Makala, il existe des gens qui ont été arrêtés, mais si une fois vous osez de les libérer, aussitôt ils sont à la cité, ils vont encore commettre d'autres infractions pour qu'ils rentrent à Makala. Parce qu'à Makala, ils sont mieux que dans leur vie libre à la cité, où ils n'ont aucun emploi, alors qu'à Makala, ils font du commerce. Ils s'achètent des parcelles à partir des commerces qu'ils font à partir de la prison centrale de Makala. Ça risque de vous surprendre, mais ce sont des réalités. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Allez vérifier, vous allez vous y rendre compte. Je vous donne une anecdote. Je rencontre certains prisonniers à l'auditorat supérieur de la Gombe. Mais parce qu'ils ont passé une nuit là-bas, le matin, ils se sont révoltés. Ils ont dit, écoutez, nous sommes des prisonniers. Nous ne sommes pas des détenus. Pour que nous fassions nos besoins, nous devons obtenir votre autorisation. Non, nous sommes des prisonniers. C'est comme si être prisonnier
c'est un statut supérieur à celui d'être un détenu. Ce sont là les réalités de nos prisons. Et c'est ce qu'on doit présenter à la population congolaise. Aujourd'hui, je vais ramasser quelques exemples en passant. Vous savez la plus grande maladie dont souffre la justice du Congo? C'est la mort de l'indépendance des magistrats. Ne sont indépendants parmi les magistrats que les chefs d'office et les chefs de juridiction. Tout le reste des magistrats sont des sous-traitants. C'est-à-dire que si vous êtes au parquet, le magistrat qui vous reçoit, qui vous auditionne, n'est pas celui qui tire des conclusions. Celui qui se fait, c'est une idée psychologique de l'infracteur, de l'agent infracteur. N'est pas celui qui dit le droit. Le droit qui est dit, c'est celui qui est dicté par les chefs de juridiction. C'est-à-dire que la composition du tribunal, qui reçoit les justiciables, qui les écoute, qui se fait une opinion même psychologique, n'est pas celle-là. Monsieur Jean-Michel, je dois vous arrêter. Parce que j'ai une question très importante. Vous parlez de magistrats. Est-ce que vous comprenez qu'à ce stade-là, certainement, déjà, on vous comprend les parfaitement. magistrats qui jugent ne sont pas ceux qui tranchent, et ce sont les chefs d'office, ce sont les chefs de juridiction qui dictent leur verdict et qui disent à ces magistrats-là, chers collègues, attention, ça c'est le dossier de la hiérarchie. Il faut orienter la décision dans ce sens, parce qu'ils ont un droit de veto. C'est pourquoi je vous dis, depuis que nous observons le ministre Moutamba, il ne parle pas de ça. Rien d'autre ne peut garantir la survie d'une justice que l'indépendance du magistrat d'abord. Le magistrat doit être indépendant même vis-à-vis de lui-même. Mais dès lors que les chefs d'office et les chefs de juridiction ont des droits de veto. Très bien, on prend une série de questions avec M. Désiré. Je vous en prie. Monsieur Jean-Michel Tokombe, Oui. vous êtes contre le désengorgement, oui ou non? Bien, écoutez, le problème des désengorgements, c'est un problème que je dirais un faux débat. En Pour quoi la il est simple et faux? bonne raison que Oui. l'État congolais sait. Moi, j'ai eu à visiter l'une de ces îles du CPRK, où les conditions sont véritablement inhumaines. On ne sait pas détenir les gens dans ces conditions. Ça, on connaît tous. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce qu'on est poursuivi en justice qu'on est privé de ce droit. Donc, Monsieur désengorger Jean-Michel. la prison, Oui. c'est quelque chose qui devait être automatique. De quelle manière? C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est en détention préventive, la loi fixe les délais en dehors desquels la personne doit passer son temps en détention préventive dès lors que la liberté est le principe et la détention en est l'exception. Tout à fait. Vous comprenez? Ne peuvent rester en détention ou au dépôt que les personnes condamnées. N'est-ce pas? Si on ne sait pas, ne peuvent être envoyés en prison que des personnes condamnées. en principe, Justement. Parce Mais est-ce que que comme- ceux qui sont en prison aujourd'hui sont tous condamnés? non. Comment êtes-vous contre un désengorgement qui sort ceux qui ne sont pas condamnés en prison? Mon cher, Ça vous dit mon que cher, vous aimez une chose et son contraire. Non, mon cher Désiré Ouemboloa, il faut qu'on se comprenne. J'ai dit, on ne doit pas en faire un événement. C'est quelque Qui chose- en fait un événement? Oui, mais Moutamba fait un événement. Comment ça, il médiatise tout simplement? Est-ce que c'est ça, Moutamba fait faire un événement alors que ça devait être Automatique. automatique, que c'est de la routine. Mais c'est ce qu'il fait. Non, non. Pourquoi on a attendu tout ce temps? Qu'est-ce qui vous choque dans tout ça? Ce qui me choque Oui. est que l'objectif pédagogique poursuivi par la décision
d'immobiliser un citoyen congolais, l'empêcher de tous ces mouvements d'aller et de rentrer, n'est pas à terre. Il n'y a pas une bonne politique de réinsertion. En parlant de la politique de réinsertion, mais je voudrais tout de même revenir un tout petit peu sur le travail de Constant Moutamba, parce que vous avez dit que Constant fait tout sauf ce qu'on attend de lui. Oui. Aujourd'hui, Constant Moutamba... Nous aurions voulu qu'avec Constant Moutamba à la tête du ministère de la Justice... Je vous donne quelques faits. L'indépendance des magistrats, autres que les chefs d'office et les chefs de juridiction, soient réhabilités. Quel est le processus de cette indépendance, selon vous? Non, mais c'est simple. En tant que ministre de la Justice, il peut prendre un arrêté portant circulaire interdisant formellement le phénomène de veto. C'est simple. Comment il va le faire alors qu'il ne gère pas tout? Non, mais ce sont des consciences qui sont... Comment ça? Oui, justement, mais... Comment ça? Aujourd'hui, il est ministre de la Justice. Aujourd'hui, Constant Moutamba... On va finir avec M. Jean-Michel. Aujourd'hui, Constant Moutamba, même si vous... Sans oublier que vous m'avez interrompu. Justement, aujourd'hui, Constant Moutamba a bancarisé les frais de justice. Ce n'est pas une avancée, qui d'ailleurs a produit plus de 40 millions de dollars au trésor public. Désiré vous êtes au courant? Est-ce de cela dont souffre la justice? Mais il a mis fin à la corruption. Non. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Ce qu'on attend de Moutamba, c'est d'abord de réhabiliter l'indépendance des magistrats, autres que les magistrats, chefs d'office et chefs de juridiction. De un. De deux, Moutamba a des instruments efficaces qu'il ne sait pas utiliser. J'en donne un exemple. Mais allez-y. L'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires doit cesser d'être un garage de magistrats qu'on envoie en punition. Je vous en prie, peut-être que vous n'avez pas encore compris de quoi je parle. Oui. Aujourd'hui, la population congolaise, d'une manière ou d'une autre, c'est mon opinion, applaudit le travail qu'est en train d'abattre Gilles Alinguetti. Oui, juste Alinguetti. Mais ça, c'est dans le secteur... Vous n'applaudissez pas? Moi, ben écoutez, ne cherchez pas mon opinion. Ça, c'est dans le secteur économique. Oui. Mais dans le secteur judiciaire, où les choses ne marchent pas, on a besoin d'un instrument comme celui-là, à l'occurrence, l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Mais Constant travaille déjà avec Jules Alinguetti ensemble. Écoutez, qui devait suivre le travail de magistrats. Parce que le problème de la justice congolaise, c'est d'abord le problème des magistrats. Et il faut dire au président de la République, si vous en avez les moyens, que ce ne sont pas les magistrats qui sont la solution au problème de la justice du Congo. Qui sont les solutions? Parce qu'ils sont eux-mêmes le problème. Qui? Ils ne peuvent pas, au même moment qu'ils sont le problème, dernière question. Comment apporter la solution aux magistrats? La solution est qu'on doit envisager des réformes notables. Lesquelles? Lesquelles réformes, je vous en prie, lesquelles réformes doivent respecter la tradition de l'autorité de l'État. Oui, mais comme quoi? Écoutez-moi. Soyons pragmatiques. Je suis pragmatique. Allez-y. Ne refusez pas d'apprendre, M. Mboloa. Non, je n'apprends pas, je vous pose des questions. Écoutez, vous apprenez à ceux qui nous suivent. Ne refusez pas d'apprendre. L'État n'a que deux moyens d'action. La persuasion et la contrainte. Oui. Ça fait des années, ça fait des décennies que nous ne cessons de déplorer, que nous ne cessons d'implorer nos magistrats à nous rendre une bonne justice. Ils ne sont pas persuadés sur la nécessité pour eux de rendre œuvre utile à la nation congolaise. Comment les faire persuader? Maintenant là, non, on abandonne la persuasion. Il faut maintenant les contraindre. Et la meilleure façon de contraindre les magistrats à faire œuvre utile, même contre leur propre volonté, c'est de donner du tonus à l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Et par exemple, il faudra que la sécurité républicaine s'en mêle. Parce que les magistrats pensent qu'au-dessus d'eux, il n'y a plus personne. Tout à fait. Le chef de l'État, je jette des fleurs au président de la République, le magistrat suprême, qui a créé un 4e département au sein de l'Agence nationale de renseignement. Oui.
le département en matière économique. Oui, qui contrôle Mais les finances. les besoins actuels, les plus pressants, c'est celui de la justice. Très bien, on va Ça revenir aurait à vous. été mieux On va aussi revenir à vous. que le président de la République donne à la nation congolaise un autre instrument, à l'occurrence, la création du département de la sécurité judiciaire. Très bien, on va revenir à vous. Maître Leader Kingozi, vous avez parlé tantôt des consultations qui doivent être entreprises afin de trouver une justice équitable à tous. Qui sont les acteurs de consultation selon vous? Les acteurs de consultation, selon moi, il y a une part le ministre de la Justice qui représente le pouvoir exécutif. Et qui agit déjà. Bon, qui agit Oui. selon les cas. Mais de l'autre part, il y a le corps des magistrats, il y a le corps des avocats, il y a le corps des greffiers, le corps des huissiers de justice, Mais il y a un organe déjà en le place pour corps ça. des inspecteurs judiciaires et ainsi de suite. Ce sont ceux-là qui doivent nécessairement participer pour que les consultations aient lieu. Mais il y a déjà Mais- concertation alors. Néanmoins, les concertations qui se passent actuellement, Oui. personnellement, je ne vois pas les résultats que la population pourrait attendre de manière positive. Parce que ce sont des consultations où tout le monde est invité. Mais il aurait fallu que le ministre Dans de tout la le monde, Justice, vous mettez qui et qui? tout le monde est invité. Ça veut dire Selon même le l'appel commun de qui a l'hôtel. été- Oui. Non, mais D'après l'appel qui a été vous fait. n'êtes pas invité. Je ne Moi- suis pas invité non plus. Moi, j'aurais beaucoup préféré que le ministre de la Justice approche les conseils supérieurs de la magistrature. Ça a été le cas. Ça a été le cas. De sorte que le Est-ce que vous conseil suivez l'actualité? supérieur- Ça a été le cas, maître. Je suis l'actualité. Oui, De ça a sorte été que le cas. conseil Ça a été supérieur fait. puisse désigner un lot de magistrats qui pourraient participer à ces consultations. De même, il aurait également fait le même devoir auprès de nos différents barreaux, Kinshasa Matete, Kinshasa Gombe, ou encore auprès du Conseil national de l'ordre des avocats au niveau national. Que l'on approche aussi ceux-là qui dirigent ou qui coordonnent les corps des greffiers, les corps des huissiers, les corps des inspecteurs judiciaires. Parce que si ces représentants de tous les corps qui participent à la bonne administration de la justice y arrivaient à se mettre d'accord sur des éléments prêts, nous aurons de bons résultats. Je vous donne un exemple. Allez-y. Lorsque nous faisons la lecture de la loi portant protection de l'enfant, cette loi-là voudrait que le mineur d'âge ne puisse pas se retrouver en prison au CPRK. Qui veut dire mineur d'âge? C'est toute personne qui n'a pas encore atteint 18 l'âge ans. de 18 ans. Tout à révolu. fait. Mais comment il peut se faire qu'un mineur d'âge, un enfant, puisse demeurer au CPRK en prison? Alors, pour que nous Mais il y a puissions... une prison pour les mineurs. C'est Oui, logique. la loi a prévu qu'il y ait des centres de détention pour mineurs et non prison. Ces centres de détention s'appellent des établissements de garde et de rééducation des enfants et non prison. Ah bon? Alors, Mais nous avions au pensé, cas où il y a condamnation, on fait quoi? l'enfant en réalité Ne peut pas être condamné, ne selon peut vous? pas être condamné parce qu'il est Ah bon? pénalement irresponsable. Mais plutôt l'acte que l'enfant pose est considéré comme un acte. L'acte est considéré comme une action qui est un manquement vis-à-vis de la loi pénale. Ce qui fait que l'enfant ne peut pas subir une condamnation au même titre qu'un adulte. En d'autres termes, on prend l'enfant, on le place dans un établissement de garde et de rééducation, de sorte que cet enfant-là apprenne que l'acte qu'il avait posé n'est pas conforme à la réalité communautaire ou sociétaire. On l'éduque, on les forme, de sorte que lorsqu'il sera réinséré en société, que cet enfant puisse se comporter S'adapter aux mieux normes que- de la société. mieux que et aux normes de la société. Tout à fait. Je vous donne également un autre exemple. Donc, vous avez déjà donné un exemple, c'est déjà beaucoup. Je vous en Maître, prie. qu'est-ce que vous reprochez à Constant Moutamba? C'est que je reproche à Constant Moutamba. C'est le fait de ne pas avoir associé les acteurs qui participent à la matérialisation de la justice dans notre pays. Qui sont ces acteurs qui ne sont pas Les associés? initiatives qu'il est en train de nous présenter, ce sont des initiatives louables. Très bien. Mais la méthodologie entreprise ne permet pas à ce que les initiatives prises atteignent leurs objectifs. Par exemple, quelle méthodologie que vous reprochez à Constant Moutamba? C'est ce que je venais de dire tantôt. Il faudrait organiser un cadre de concertation de Mais manière c'était déjà fait, officielle. maître. Vous avez Ce accepté cadre que de c'était déjà fait. concertation- Ce cadre de concertation n'est pas encore fait ou n'est pas encore été convoqué. Il faudrait que dans ce cadre de concertation, qu'on puisse retrouver tous les acteurs majeurs
qui participent à la matérialisation. Il y a eu échange entre le cabinet du ministre et les magistrats. Vous êtes au courant? Il y a eu échange entre les deux corps et on a trouvé qu'ils doivent se concerter à chaque fois qu'il y a un problème pour trouver une issue. D'ailleurs, les magistrats sont allés consulter, d'ailleurs, sont allés rencontrer la première ministre. Vous êtes au courant, n'est-ce pas? Et la première ministre a recadré son ministre, qui est le ministre de la Justice, quant à ce. Ça veut dire qu'il y a un cadre de concertation déjà mis en place. Qu'est-ce que vous reprochez à nouveau à Constant Moutamba? Monsieur Désiré, une rencontre est toujours différente d'un cadre de concertation. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Qui voudrait ça doit se faire en perpétuité? Moi, je souhaite ceci. Le cadre de concertation doit donner des conclusions ou encore formuler des recommandations de ce que toutes les parties prenantes à ce cadre de concertation devraient respecter. Vous avez bien dit qu'il y a eu rencontre entre le ministre de la Justice avec le magistrat. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu rencontre entre le ministre de la Justice avec le corps des avocats, avec le corps des huissiers de justice? Mais ça se fait presque chaque jour. Voilà pourquoi, on le voit chaque jour. Voilà pourquoi nous souhaitons. Le ministre a de bonnes initiatives. Il faudrait qu'il organise ces cas de concertation pour que nous puissions avoir... Chose qui n'est pas partagée par M. Michel. Si nous n'avons pas de conclusions qui sont les recommandations de ces cas de ces cadres de concertation, les choses vont stagner et nous n'aurons pas de bons résultats. Pourquoi nous le disons? Je m'en vais encore donner les détails encore. Dans quel sens? Nous avons une ordonnance qui parle sur le régime pénitentiaire dans notre pays. Que cette ordonnance numéro 344 qui parle sur le régime pénitentiaire dans notre pays n'est même pas appliquée. Pourquoi? Dans cette ordonnance, lorsque nous lisons l'article ou encore les articles 5, 6 et 7, il est bien et très bien renseigné que nous devrions avoir dans toutes les localités du pays des prisons, des maisons d'arrêt ou encore des centres de détention. Mais lorsqu'on doit faire l'évaluation de l'applicabilité de cette ordonnance à ce jour, nous n'en avons même pas. Si on doit compter, la RDC a combien de territoires? Si on ne doit pas seulement calculer par rapport à la RDC... Mais il ne fera pas tout au même moment, maître. Mais on calcule seulement... Parlons ici de ce qui est fait. Il ne fera pas tout au même moment. Laissez-moi finir mes idées. Lorsqu'on doit calculer seulement à travers les 24 communes de la ville de Kinshasa, vous allez constater que cette ordonnance n'a pas été appliquée et il n'y a pas de prison qui serait autant pour chaque commune. Il n'a que 100 jours, maître. Pourquoi? Il n'a que 100 jours. Pourquoi? C'est parce que Constant Moutamba n'a que 100 jours. Lorsque nous sommes en train d'aller dans la procédure de désengorgement, il faudrait également tenir compte de plusieurs particularités ou subtilités. Dans cette prison de Makala, il y a des gens qui en réalité sont considérés comme des aliénés mentaux ou mentaux, qui sont en prison parce qu'ils ont commis des actes infractionnels de par leur situation mentale ou encore psychologique. Et lorsqu'on désengorge les prisons et qu'on remet en liberté ce genre de personnes qui souffrent de manies, qui souffrent de problèmes mentaux, qui pour eux, commettre une infraction, c'est un acte naturel et normal. Alors qu'en principe, on devait avoir des centres psychanalytiques, disons, les centres psychiatriques qui pouvaient recevoir ce genre de personnes afin qu'ils soient non seulement soignés et éloignés de la société pendant un temps, et lorsque ces gens vont reprendre leur vie mentale ordinaire, on pourrait les réinsérer. Mais cette question n'a pas été prise en compte. Parce que pourquoi? Il n'y a jamais eu de cas de concertation pour étudier toutes ces subtilités. Il y a des personnes qui sont considérées comme des personnes faibles. Il y a des femmes, il y a des personnes vivant avec handicap, que l'on désengorge, qu'il aurait fallu qu'on puisse étudier le contexte pour les réinsérer dans la société. Une personne qui a été mal réinsérée dans la société risquerait de revenir vers la case du départ et commettre les autres actes infractionnels et nous n'aurons pas avancé. Les initiatives sont louables, mais les cadres de concertation demeurent un préalable obligatoire et majeur pour que nous puissions obtenir un bon résultat. Donc la procédure prise par le ministre n'a pas été bonne. Elle est irrégulière, comme il faudrait le dire dans des termes techniques. Bon, dire que la procédure prise par le ministre est irrégulière, cela dépend des dossiers qui ont été soumis à son examen. Parce que si vraiment il y avait ces cadres de concertation, on aurait su
de la véracité des contenus de tous les dossiers. Parce qu'il semble que dans notre prison ou dans nos prisons, il y a des personnes qui sont incarcérées sans dossier. Il y a des personnes qui sont en train de purger leur peine et qui auraient même dépassé le délai de peine. Oui. Alors, c'est lors de ces cadres de concertation qui associent tout le monde qu'il y aurait eu la lumière par rapport à mais qu'est-ce cela. qui vous pousse à dire qu'il n'y a pas eu des cadres de concertation? Les Pourtant, conséquences tout le à monde venir. parle des cadres de concertation qui Les existent conséquences déjà. à venir. Quelles seront les conséquences à venir? Parce qu'on est en train de désengorger les prisons sans cadre de concertation comme préalable réunissant tous les acteurs. Les personnes qui vont à l'extérieur, ils vont s'entasser avec ceux qui commettent déjà des forfaits à l'extérieur et il n'y aura pas les encadrements. Il n'y aura aucun encadrement de tous ces prisonniers libérés. Et tellement que ces prisonniers vont s'entasser en grand nombre, nous pouvons déjà considérer que d'ici une année ou d'ici 2 ans, ces personnes seront ingérables. Et c'est un danger pour la politique du pays. Et Pendant vous que la savez, prison a des détenus qui ont dépassé le quota normal requis à cet centre carcéral. nous les supposons. Et vous savez que dans notre pays, à chaque moment que nous nous approchons vers les années électoraux, ou encore plus tôt, à chaque mois que nous approchons vers les années électorales, il y a des incompréhensions politiques, il y a la manipulation de la société par les politiques. Par contre, ce que le ministre devrait faire, en dehors du texte qui organise la création des prisons pour éviter les encombrements, il y a des prisons qui existent déjà. Nous devrions plutôt procéder à la réhabilitation des prisons qui existent. La Quelles sont prison les de prisons qui Boulouo, existent? la prison d'Anguenga. Mais il y a des gens à Boulou. D'ailleurs, Non, mais ils doivent ils les sont engorger. réhabilités c'est déjà pour aussi les à Boulou. engorger. Oui. Il y a aussi la prison de Boulambemba qui se trouve à l'île de Boulambemba vers l'embouchure du fleuve Congo et l'océan Atlantique. Si on arrivait à réhabiliter, au lieu de désengorger la prison pour faciliter que les gens puissent sauver leur vie, on pouvait récupérer quelques détenus et les placer du moins dans d'autres prisons. Très bien. Les bandits, par exemple les bandits Chuté à par main là, armée, les détourneurs des caisses du trésor public, ceux-là qui pillent l'État, ceux-là qui saignent et qui font pleurer nos communautés, cela ne devrait pas nécessairement se retrouver au pavillon 1, au pavillon 7. On pouvait les envoyer ne fût-ce qu'à la prison de Boulambemba. Parce que s'ils se retrouvent à la prison de Boulambemba, comment ceux-là avec des bandits pourraient faire pour s'évader? Parce que Très bien. d'un côté, il y a l'océan et de l'autre, il y a le fleuve. Ils ne pourraient jamais nager. Au contraire, ils allaient purger leur peine. Jean-Michel On doit Tokombé. réhabiliter ces prisons pour que... Merci à vous. Hein. Il y a un bon Vous avez désengorgement. beaucoup parlé. Joachim Leader Kingonzi. Jean-Michel Tokombé, cette procédure de désengorger les centres, la prison centrale de Makala est-elle irrégulière? Bien, Monsieur Vincent, d'abord, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer tout de suite. Je ne sais pas comment vous répartissez le temps. Non, nous avons les chronos. Vous avez tous les 5 temps. minutes Ok. quand vous parlez. Oui. C'est d'abord de 1. De 2, encore une parenthèse et je vais la refermer. C'est pas à moi, ici c'est vous qui posez des questions et pas le contraire. Mais vous et nous, posons-nous la question de savoir, parce que moi je suis imperturbable. Je ne sais pas aller dans des détails qui ne font pas l'essentiel de ce dont souffre la justice du Congo pour que même le président de la République arrive à dire que la justice est malade. Moi, je suis en train de dénoncer des faits extrêmement graves. Quels sont ces faits? J'en ai parlé, à moins que vous ne soyez là que pour m'écouter. Mais si vous ne comprenez rien, je risque d'être désolé. Mais de répondre à la question. Entre nous soit dit, après vous avoir fait savoir qu'il existe un phénomène de veto des chefs d'office et des chefs de juridiction, je vous fais savoir encore un phénomène dans une formule interrogatoire. Qui d'entre les avocats et les magistrats prennent l'initiative de la corruption en justice? Moi, je crois que ça serait une bonne démarche. Qui, selon vous? Répondez à votre question. Vous ne me laissez même pas développer l'idée qui est la mienne. Oui, mais développez l'idée, mais en répondant à la question. Vous avez posé une question. Elle vous intéresse. Ça nous Non, intéresse mais à c'est tous. parce que vous n'avez pas tout le temps avec vous. Répondez à la question vite fait, puis nous saurons Le temps est Monsieur chronométré. Mouzongo. les problèmes. Oui. Monsieur Mouzongo, vous êtes citoyen congolais.
demandez à M. Moutamba, son Excellence, M. le ministre d'État, oui. Le ministre d'État, de donner la réponse à cette question à la population congolaise. De savoir qui d'entre les magistrats et les avocats sont ou prennent l'initiative de la corruption qui ronge le système judiciaire congolais. Et ce sont les avocats qui viennent proposer ou ce sont les magistrats qui mettent et les justiciables et les avocats dans les conditions impératives de pouvoir venir les visiter et les corrompre. Ça serait une très bonne démarche entreprise par un praticien de droit et nous l'applaudirions. Ça, c'est le deuxième élément. Cher Wemboloa, si aujourd'hui, vous et moi, nous décidons de saisir la justice, à quel moment le dossier de M. Wemboloa, porté à la connaissance du tribunal, devient-il le dossier de la hiérarchie? Hiérarchie militaire, hiérarchie politique, hiérarchie sécuritaire. Il faut que nous soyons à mesure d'éradiquer le banditisme judiciaire. C'est-à-dire, ici nous sommes devant les écrans de télévision. Si on peut avoir un mécanisme dans lequel on peut mettre les magistrats devant des réalités telles que on lui fait une projection des images de l'audience qu'il a tenue et on confronte cela à la décision qu'il a rendue. Et à un niveau, on lui demande, expliquez-nous comment une telle audience peut prendre une telle décision. Ne peut faire cela que la sécurité républicaine. Parce qu'ils sont professionnels en matière de filature, ils sont professionnels en matière d'investigation. Une bonne démarche. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à ce stade, au stade où nous nous trouvons aujourd'hui, il faut que la sécurité républicaine s'en mêle. Sinon, le pays sera par terre. Pour la simple et bonne raison que même le Conseil supérieur de la magistrature devient une caisse de protection des magistrats vérés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président de la République qui a qualifié certains magistrats de magistrats vérés. Mais est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature fait-il encore peur aux magistrats qu'il ne faut pas correctement leur travail dès lors qu'il y a le favoritisme, il y a le protectorat des magistrats par leurs parents qui sont au Conseil supérieur de la magistrature. Mais donc, oui. Vous comprenez avec moi que la justice de notre pays souffre réellement. Il faut de véritables états généraux de la justice. Qu'il appelle cadre de concertation. Je ne sais pas. Je n'appelle pas cela cadre de concertation parce que dans mon entendement, dans le cadre de concertation, il n'y a aucune dose de la contrainte. Je vous ai dit tantôt que l'État n'a que deux moyens d'action. La persuasion et la contrainte. La persuasion et la contrainte. En tout cas, en République démocratique du Congo. Si nous voulons penser que même le président de la République, dans sa volonté la plus extrême, peut arriver à persuader les magistrats à faire correctement leur travail, je m'inscris à faux. Aujourd'hui, les magistrats doivent se trouver dans une situation de contrainte à faire correctement le travail. Monsieur Jean-Michel. Pour ce faire, il faut rendre efficace l'inspectorat général. Vous l'avez déjà dit, Monsieur Jean-Michel. Vous avez noté. Hein? Oui, vous l'avez déjà Très dit. bien. Monsieur Jean-Michel, il y a une question qui reste en suspense. Vous avez posé une très bonne question et belle, mais vous ne l'avez pas répondu.
Je ne répondrai pas. Pourtant, nous sommes suivis par l'opinion. Enfin, l'opinion publique nous suit. Ça veut dire que toutes les questions qui doivent être posées ici doivent avoir des réponses. Nous n'irons pas poser la question parce que vous nous envoyez à aller poser au ministre de la Justice. Vous qui êtes juriste, répondez ici sur la table. Entre le magistrat et l'avocat, qui initie la corruption? Monsieur Mboloa, je suis heureux que vous ayez noté cette question. Mais ce n'est pas M. Tokombe qui va vous donner la réponse à cette question. Mais la question est venue de M. Tokombe. Il doit répondre à la question. Écoutez, non, je ne refuse pas de répondre à la question. Oui. Écoutez, lorsque... Les deux sont impliqués. Je vous en prie. Ne vous agitez pas. Si je prends position, je m'assume. J'ai dit que ce sont soit les magistrats qui mettent les avocats et les justiciables dans les conditions impératives à pouvoir fatalement céder à leur corruption, ou si je dis que ce sont les avocats qui le font, je serai dans l'obligation d'apporter les preuves des allégations que je vais tenir ici. Mais pourquoi poser la question alors? Je vous en prie. Je ne sais pas faire des imputations calomnieuses à l'égard de qui que ce soit. Mais c'est lui qui dirige le ministère de la Justice a le plein pouvoir de se retrouver avec les avocats d'un côté, même représentés, les magistrats de l'autre, et poser cette question à l'intention et au profit de la population congolaise. Parce que ce sont les avocats, ce sont les magistrats qui sont accusés de pratiquer à outrance la corruption dans le système judiciaire ou d'ailleurs les corruptions pratiquées dans d'autres domaines devaient être sanctionnées et éradiquées. Parce qu'en principe, c'est devant la justice qu'on pouvait combattre cette corruption. Mais dès lors qu'en justice elle-même, la corruption a élu domicile, il faudra que ce ne soit pas un débat entre 4 personnes, sous fait que celui qui en a le pouvoir puisse poser la question de manière solennelle et en public. Et que ceux qui sont doigtés, ceux qui sont incriminés, en fournissent des explications dans un cadre purement profitable à la population. Ainsi donc, et vous journalistes, et la maman qui vend au marché, comprendra qui est responsable de la corruption qui gangrène le système judiciaire congolais. C'est très important. Dans votre allocution, il y a déjà une réponse. Vous avez dit tantôt que le magistrat est déjà un problème. Et Constant Moutamba, donc, ne peut pas s'adresser au magistrat parce que c'est déjà le problème. D'où il faudra recourir à une autre mythologie, celle de la contrainte. C'est ce que vous avez dit. Oui. Quelles sont les contraintes que vous proposez au ministre de la Justice, vous, sur cette table? Bien, je propose d'abord au président de la République. Parce que c'est lui le magistrat suprême. Il faut de notables réformes de la justice. S'il m'était demandé de savoir qu'est-ce que je vais qu'on fasse de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires, je vous dirai tout de suite que cet inspectorat doit être connu du public congolais, que cet inspectorat relève de l'autorité du président de la République pour qu'il soit efficace au même rang que l'IGF aujourd'hui. Que cet inspectorat soit rajeuni, qu'on ne prenne pas simplement des magistrats qu'on estime être fatigués ou hautement expérimentés pour rendre peu coupable la pratique, pour les envoyer à cet inspectorat-là. Mais c'est cet inspectorat qui peut organiser des inspections, si pas au quotidien, mais chaque semaine. C'est-à-dire que si cet inspectorat-là travaille avec le département de la sécurité judiciaire auquel je fais allusion,
pendant que vous rendez, pendant que vous prestez, vous ne saurez pas qu'on est en train de vous suivre. Et si vous rendez mal votre prestation, qu'il y ait possibilité de vous interpeller. Et cet inspectorat ne peut être constitué, même ce département ne peut être constitué que par des juristes professionnels. Très bien. Mais que ces juristes-là ne soient pas exclusivement des magistrats. Parce que le loup ne se mange pas entre eux. Tout à fait. Donc, je voudrais ici que vous compreniez que si nous arrivons à dire aux magistrats que vous êtes responsable de la décision que vous allez rendre, ne vous soumettez plus à l'autorité du veto du chef d'office et des chefs de juridiction. Si vous recevez un appel de ce qu'on nous appelle la hiérarchie judiciaire et hiérarchie politique, vous êtes obligé de dénoncer cela à tel numéro qu'on met à votre disposition. Et si ces numéros-là sont les numéros de la sécurité républicaine, la sécurité républicaine est professionnelle. Elle sait ce qu'elle va faire. Très bien. Nous sommes, il nous reste 5 minutes. Leader Kingonzi, vous allez également faire votre tableau de... Comment vous appelez ça? Des propositions, des réformes par rapport à la justice congolaise. Oui, je voudrais là relever une chose. La notion de la corruption et celle de la concussion sont deux notions vraiment voisines, qui s'apparentent. La corruption et la concussion. D'accord. Parce que c'est une activité qui se passe entre deux personnes ou plus. La personne qui soit sollicite des fonds en contrepartie d'un service, ou la personne qui propose des fonds en contrepartie d'un service également. Et je me dis de ces deux notions, ce sont des séductions du diable vis-à-vis des personnes qui ont les potentiels de décider sur le lendemain. Le diable vient faire quoi dans les affaires de la justice d'un État ou sur le lendemain des sujets de droit, des citoyens normaux. Alors, vous voyez, le diable est partout, maître. Il y a le diable. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je m'inscris en faux que le Conseil supérieur de la magistrature puisse couvrir les magistrats. Pourquoi? Si d'un côté, il puisse exister des magistrats véreux, de l'autre côté, il y a aussi des avocats véreux, il y a des greffiers véreux, il y a des huissiers véreux, il y a des inspecteurs des services judiciaires véreux. Donc à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous avons des auxiliaires mal intentionnés qui cherchent leurs propres intérêts au détriment des droits des autres parties. Pour preuve, le Conseil supérieur de la magistrature a mis devant la justice le premier président de la Cour d'appel du Haut-Lomami, dont l'une des audios circulait dans les réseaux sociaux, un cas de corruption criant, flagrant et flagrant. À ce jour, ce haut magistrat est devant la justice et il sera condamné pour ses actes. Le problème qui ronge notre justice, c'est que nous n'arrivons pas à dénoncer les faits infractionnels, les faits qui détruisent l'indépendance et du magistrat et de la justice en général. Qui doit dénoncer et dénoncer auprès de qui? C'est la personne qui est victime des injustices. Oui, mais est-ce qu'il sera entendu? La personne qui est victime des méfaits composés, soit un magistrat, soit un avocat, soit un inspecteur judiciaire. Sera-t-elle compris, soit encore maître? Sera-t-elle compris? Cette personne-là peut être comprise si elle prend la décision de pouvoir dénoncer. Et au-delà de tout, lorsque nous nous proposons ces cadres de concertation, il faudrait que ces cadres-là soient permanents. Dans ces cadres, on va poser les diagnostics et ressortir les recommandations que nous devrions suivre après. Nous levons l'option de sorte que nous réhabilitons nos centres d'incarcération. Nous levons l'option de sorte que nous puissions extraire ou retirer les enfants mineurs de la prison. Nous levons l'option de sorte que les corps des magistrats ou encore les instances judiciaires puissent recevoir de manière régulière les moyens de fonctionnement. Nous levons l'option que l'espace judiciaire puisse recevoir non seulement les moyens en termes financiers, mais en termes matériels, pour que la justice soit réellement accessible à tous. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire que avec l'actuel ministre, il y a eu maximisation des recettes.
Mais moi, je m'inscris en faux en partie. Plus de 40 millions de dollars. Moi, je m'inscris en faux en partie. Pourquoi? Parce que pour saisir la justice, les justiciables payent toujours des frais à la banque. Il y a les services de DGRAD Depuis toujours. qui délivrent des notes de perception. Depuis toujours. Depuis toujours, qui délivrent des notes de perception. C'est plutôt Constant Moutamba qui a initié la bancarisation des frais de justice. La bancarisation a toujours existé. Il y a des services... Et lui, quelle est la particularité de Constant Moutamba? Parce que ça existait déjà. Bon, moi, je m'en veux d'abord à expliquer. Les services de la DGRAD existent dans toutes les juridictions pour délivrer des notes de perception aux personnes qui sont intéressés à saisir la justice. Et ces frais-là, c'est payé à la banque. Ces frais-là, c'est payé à la banque. Peut-être que le ministre a mis un accent de plus pour que s'il y avait des cas de détournement ou de désorientation de ces fonds, pour que ces fonds n'aillent pas dans le caisse de l'État. Leader, le ministre a créé un compte que lui-même a donné le code ou le numéro. Le ministre a mis en place le numéro auprès de tous les magistrats et les clients et que l'argent est déposé à la banque. Ça veut dire que l'initiative venait de lui. Non, monsieur... Si ça ne venait pas de lui, quelle est la particularité? Monsieur Désiré. D'où viennent les 46 millions de dollars? Monsieur Désiré, nous parlons la même chose mais à des langages nuancés. Mais vous êtes dans le peut-être. Si le ministre a donné un seul numéro de compte, c'est-à-dire il a peut-être procédé à la réunification ou à la centralisation des frais de justice. Mais les paiements des frais de justice à la banque, c'est une opération qui a existé depuis belle lurette. Très bien, maître leader Joachim. C'est Joachim ou bien Joachim? Joachim, leader Kingonzi. Merci à vous, maître Jean-Michel Tokombe. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous deux, c'était un entretien à caractère pédagogique. Le temps nous est imparti. Merci également à Désiré Mboloa d'avoir co-animé cet entretien. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci à vous. Merci. On a fini. On a fini, oui. Ah, moi je pensais que c'était mon temps de... Même à 2 minutes. Dans 30 secondes peut-être. À 30 secondes, rapidement, je tiens à vous dire que M. Constant Moutamba, comme ministre de la Justice de notre pays, puisse veiller à ce que la démission des administratifs chargés de contrôler et d'administrer les prisons s'arrête. Il n'y a pas un établissement qui soit plus complexe à gérer qu'un établissement pénitentiaire. Parce qu'une personne qui est déjà arrêtée, vous n'avez plus rien d'autre à lui faire. Donc, donner des charges et des responsabilités, voire des opportunités de commerce aux prisonniers, fait emprisonner les prisonniers une fois de plus. Vincent Muzungu, M. Wemboloa, retenez une fois pour toutes, on ne fait pas le droit pour l'argent. Les conditions de travail de nos magistrats ne sont pas du tout déplorables. Les salaires de nos magistrats ne font pas le problème de notre justice. Ce n'est pas ce dont souffre notre justice. Notre justice souffre des comportements qui sont à décrier, qui doivent être nommés. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il y a plus de 80% des dossiers judiciaires qui ne portent que sur des parcelles, c'est qu'il y a un problème. C'est que le ministère en charge de la gestion des parcelles ne font pas du bon boulot. Urbanisme et habitat. Non. Et urbanisme et habitat. Et les affaires, et les affaires foncières. Oui. Voilà que ce sont les mêmes qu'on nous remet dans le même gouvernement et on avance. Comment voulez-vous que nous puissions aider le président de la République? Attention, chers amis, je termine par là. Le maréchal Mobutu est tombé parce que la population congolaise ne voulait plus de lui. Oui. Les Aïrois ne voulaient plus de lui. C'est comme ça qu'on a dit que Mobutu parte d'abord, le reste après. Joseph Kabila est parti de la même manière. De la même manière. Que ça ne soit pas une erreur qui se répète de manière constante. Très bien. Que le président de la République actuelle n'arrive pas à ce stade d'illégitimité. Sinon, on est en train de lui rendre un très mauvais service. Alors, je rappelle que vous êtes Jean-Michel Tokombe, le citoyen congolais.
qui s'est exprimé librement pour le grand public. Maître Leader Kingonzi, merci à vous. Oui, j'ai vraiment un dernier mot. Mon dernier mot, c'est une recommandation que je formule auprès du ministre. Allez-y vite fait. Ayant dans ses attributions la justice. Mon unique recommandation, c'est que je lui demande d'approcher le corps des avocats, l'Ordre national des avocats, d'approcher le corps des huissiers, qui est un corps indépendant, d'approcher le corps des greffiers, et pour permettre à ce que nous puissions trouver des dénouements, mais aussi d'approcher le corps des magistrats pour pouvoir organiser un vrai cadre de concertation qui sera un cadre permanent pour évaluer à chaque fois l'évolution des choses dans notre justice. Mais du reste, nous encourageons ces initiatives parce que ça va où ça tend pour un développement d'une justice saine et merveilleuse. Alors c'était votre dernier mot. Merci à FAS Télévision, chaîne partenaire, ainsi que d'autres diffuseurs de cet entretien. Ça en est fini. Nous allons nous retrouver très prochainement dans ces mêmes numéros pour parler du pays. À toutes et à tous. À très vite.